Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 6 avril et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui se rend dans une station balnéaire hors saison. Les touristes sont partis et il ne reste plus que quelques pêcheurs, les habitants du coin, et ce que le narrateur appelle les épaves. Ce sont ces gens qui n'arrivent plus à repartir. Il s'agit d'une nouvelle de Maupassant sur l'attachement et le temps qui passe. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez. Gonflez vos poumons et expirez lentement par la bouche. À nouveau, une grande inspiration par le nez. Gonflez votre ventre cette fois et expirez lentement par la bouche. Prenez un moment pour tourner votre attention sur votre corps, de la tête aux pieds, en vous assurant que chacun de vos muscles est détendu. Notez comme le mouvement de votre poitrine, qui monte à l'inspire et redescend à l'expire, est apaisant et réconfortant. Restez immobile, calme, détendu. Portez votre attention sur les parties de votre corps que je vais citer, en prenant quelques secondes pour les relâcher complètement, une par une, à mesure que je prononce leur nom. On commence par les orteils qui se relâchent. Vos chevilles, l'ensemble de vos 2 pieds qui sont maintenant complètement relâchés. Vos mollets, vos genoux,
vos cuisses, vos fesses et votre zone pelvienne. L'ensemble de vos deux jambes, vos hanches, prenez quelques secondes pour porter votre attention sur le bas de votre corps, qui est complètement relâché, et notez comme c'est agréable. Prenez une grande inspiration et à l'expire, sentez toutes les émotions indésirables se libérer, vous laissant encore plus calme et détendu. Portez maintenant votre attention sur votre ventre qui se détend. Votre poitrine, le bas de votre dos, la détente se propage maintenant dans l'ensemble de votre dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à votre trapèze, qui se détendent également et se relâchent. C'est maintenant le tour de vos épaules, qui s'affaissent complètement et se relâchent de tout leur poids. Votre nuque et votre cou sont parfaitement relâchés. Votre tête est lourde dans l'oreiller. Le point entre vos deux sourcils se décrispe.
votre mâchoire se relâche. Vos paupières sont confortablement posées sur vos yeux, sans tension. Et votre front se déplisse. C'est maintenant au tour de votre cuir chevelu de se détendre complètement. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Profitez de cette détente du corps qui se transforme en détente de l'esprit et vous met dans de bonnes dispositions pour dormir profondément. Concentrez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, sans être en attente de quoi que ce soit, en étant tout simplement présent, déconnecté du monde. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guy de Maupassant, épave. J'aime la mer en décembre, quand les étrangers sont partis, mais je l'aime sobrement, bien entendu. Je viens de demeurer 3 jours dans ce qu'on appelle une station d'été. Le village, si plein de Parisiennes naguère, si bruyant et si gai, n'a plus que ces pêcheurs qui passent par groupes, marchant lourdement avec leurs grandes bottes marines, le cou enveloppé de laine, portant d'une main un litre d'eau-de-vie et de l'autre la lanterne du bateau. Les nuages viennent du nord et courent affolés dans un ciel sombre. Le vent souffle. Les vastes filets bruns sont étendus sur le sable couvert de débris rejetés par la vague. Et la plage semble lamentable, car les fines bottines des femmes n'y laissent plus les trous profonds de leurs hauts talons. La mer grise et froide, avec sa frange d'écume, monte et descend sur cette grève déserte, illimitée et sinistre.
Quand le soir vient, tous les pêcheurs arrivent à la même heure. Longtemps ils tournent autour des grosses barques échouées, pareilles à de lourds poissons morts. Ils mettent dedans leur filet, un pain, un pot de beurre, un verre, puis ils poussent vers l'eau la masse redressée qui bientôt se balance, ouvre ses ailes brunes et disparaît dans la nuit avec un petit feu au bout du mât. Des groupes de femmes, restées jusqu'au départ du dernier pêcheur, rentrent dans le village assoupi et leur voix trouble le silence des rues mornes. Et j'allais rentrer aussi quand j'aperçus un homme. Il était seul, enveloppé d'un manteau sombre, il marchait vite et parcourait de l'œil la vaste solitude de la grève, fouillant l'horizon du regard, cherchant un autre être. Il me vit, s'approcha, me salua, et je le reconnus avec épouvante. Il allait me parler sans doute quand d'autres humains apparurent. Ils venaient en tas pour avoir moins froid. Le père, la mère, 3 filles, le tout roulé dans des pardessus, des imperméables antiques, des châles, ne laissant passer que le nez et les yeux. Le père était embobiné dans une couverture de voyage qui lui montait jusque sur la tête. Alors, le promeneur solitaire se précipita vers eux, de fortes poignées de main furent échangées, et on se mit à marcher de long en large sur la terrasse du casino, fermée maintenant. Quels sont ces gens restés ainsi quand tout le monde est parti? Ce sont les épaves de l'été. Chaque plage a les siennes. Le premier est un grand homme. Entendons-nous, un grand homme de bain de mer. La race en est nombreuse. Quel est celui de nous qui, arrivant en plein été dans ce qu'on appelle une station de bain, n'a pas rencontré un ami quelconque ou une simple connaissance venue déjà depuis quelque temps, possédant tous les visages, tous les noms, toutes les histoires, tous les cancans? On fait ensemble un tour de plage. Soudain, on rencontre un monsieur sur le passage duquel les autres baigneurs se retournent pour le contempler de dos. Il a l'air très important. Ses cheveux longs, coiffés artistement d'un béret de matelot, encrassent un peu le col de sa vareuse. Il se dandine en marchant vite, les yeux vagues comme s'il se livrait à un travail mental important, et on dirait qu'il se sent chez lui, qu'il se sait sympathique. Il pose, enfin. Votre compagnon vous serre le bras. C'est Rivoile. Vous demandez naïvement qui ça, Rivoile. Brusquement, votre ami s'arrête et vous fixant dans les yeux, indigne. Ça, mon cher, d'où sortez-vous? Vous ne connaissez pas Rivoile, le violoniste. Ça, c'est fort, par exemple. Mais c'est un artiste de premier ordre, un maître. Il n'est pas permis de l'ignorer. On se tait, légèrement humilié. 5 minutes après, c'est un petit être laid comme un singe, obèse, sale, avec des lunettes et un air stupide. Celui-là, c'est Prosper Gloss, le philosophe que l'Europe entière connaît. Bavarois ou suisse-allemand naturalisé, son origine lui permet de parler un français de Maquignon, équivalent à celui dont il s'est servi pour écrire un volume d'inconcevables niaiseries sous le titre de Mélange. Vous faites semblant de n'ignorer rien de la vie de ce magot dont jamais vous n'avez entendu le nom. Vous rencontrez encore 2 peintres, un homme de lettres, rédacteur d'un journal ignoré, plus un chef de bureau dont on dit
c'est monsieur Boutin, directeur au ministère des Travaux publics. Il a un des services les plus importants de l'administration, il est chargé des serrures. On n'achète pas une serrure pour les bâtiments de l'État sans que l'affaire lui passe par les mains. Voilà les grands hommes, et leur renommée est due seulement à la régularité de leur retour. Depuis 12 ans, ils apparaissent régulièrement à la même date, et comme tous les ans quelques baigneurs de l'année précédente reviennent, on se lègue d'été en été ces réputations locales qui, par l'effet du temps, sont devenues de véritables célébrités, écrasant sur la plage qu'ils ont choisie toutes les réputations de passage. Une seule espèce d'homme les fait trembler, les académiciens. Et plus l'immortel est inconnu, plus son arrivée est redoutable. Il éclate dans la ville d'eau comme un obus. On est toujours préparé à la venue d'un homme célèbre, mais l'annonce d'un académicien que tout le monde ignore produit l'effet subit d'une découverte archéologique. On se demande, qu'a-t-il fait? Qu'est-il? Tous en parlent comme d'un rébus à deviner, et l'intérêt qu'il excite s'accroît de son obscurité. Celui-là, c'est l'ennemi. Et la lutte s'engage immédiatement entre le grand homme officiel et le grand homme du pays. Quand les baigneurs sont partis, le grand homme reste. Il reste tant qu'une famille, une seule, sera là. Il est encore grand homme quelques jours pour cette famille. Ça lui suffit. Et toujours une famille reste également, une pauvre famille de la ville voisine avec 3 filles à marier. Elle vient tous les étés, et les demoiselles Botanet sont aussi connues dans ce lieu que le grand homme. Depuis 10 ans, elles font leur saison de pêche au mari, sans rien prendre d'ailleurs, comme les matelots font leur saison de pêche au hareng. Mais elles vieillissent. Les gens du peuple savent leur âge et déplorent leur célibat. Elles sont bien avenantes, cependant. Et voilà qu'après la fuite du monde élégant, chaque automne, la famille et l'homme célèbre se retrouvent face à face. Ils restent là 1 mois, 2 mois, se voyant chaque jour, ne pouvant se décider à quitter la plage où vivent leurs rêves. Dans la famille, on parle de lui comme on parlerait de Victor Hugo. Il dîne souvent à la table commune, l'hôtel étant triste et vide. Il n'est pas beau, lui. Il n'est pas jeune, il n'est pas riche. Mais il est, dans le pays, monsieur Rivoal, le violoniste. Quand on lui demande comment il ne rentre pas à Paris où tant de succès l'attendent, il répond invariablement « Oh, moi, j'aime éperdument la nature solitaire. Ce pays ne me plaît que lorsqu'il devient désert. » Mais un matelot qui m'avait reconnu m'aborda. Après m'avoir parlé de la pêche qui n'allait pas fort, le hareng devenant rare dans les parages et des ternes bien revenues, et de la quantité de morue rapportée, il me montra d'un coup d'œil les promeneurs, puis ajouta « Vous savez, monsieur Rivoal va épouser la dernière des demoiselles Botanet. » Il allait seul, en effet, côte à côte avec elle, à quelques pas derrière le tas de la famille. Et j'eus un serrement de cœur en songeant à ces épaves de la vie, à ces tristes êtres perdus, à ce mariage d'arrière-saison après le dernier espoir envolé, à ce grand homme en toque, accepté comme rossignol par cette pauvre fille, qui sans lui aurait été bientôt à la femme ce qu'est le poisson salé au poisson frais. Et chaque année, des unions pareilles ont lieu après la saison finie, dans les villes de bains abandonnées. Allez, allez, ô jeunes filles,
chercher Marie auprès des flots, disait le poète. Ils disparurent dans l'ombre. La lune se levait toute rouge d'abord, puis pâlissant à mesure qu'elle montait dans le ciel, et elle jetait sur l'écume des vagues des lueurs blêmes, éteintes aussitôt qu'allumées. Le bruit monotone du flot engourdissait la pensée, et une tristesse démesurée me venait de la solitude infinie de la terre, de la mer et du ciel. Soudain, des voix jeunes me réveillèrent, et 2 grandes filles démesurément hautes m'apparurent, immobiles à regarder l'océan. Leurs cheveux, répandus dans le dos, volaient au vent, et serrées en des caoutchoucs gris, elles ressemblaient à des poteaux télégraphiques qui auraient eu des crinières. Je reconnus des Anglaises, car de toutes les épaves, celles-là sont les plus ballottées. À tous les coins du monde, il en échoue, il entraîne dans toutes les villes où le monde a passé. Elles riaient de leur rire grave, parlaient fort de leur voix d'hommes sérieux, et je me demandais quel singulier plaisir ces grandes filles qu'on rencontre partout sur les plages désertes, dans les bois profonds, dans les villes bruyantes et dans les vastes musées pleins de chefs-d'œuvre, peuvent ressentir à contempler sans cesse des tableaux, des monuments de longues allées mélancoliques et des flots moutonnant sous la lune sans jamais rien comprendre à tout cela. Bonne nuit. Bonne nuit.